Eh, Ouais. est-ce que tu connais la légende de Saint-Cadeau? Non, ça me dit rien du tout. Eh ben, elle parle d'une petite île située entre Lorient et Vannes, sur le lit de la rivière Etel. Dans cette légende qui date de 1636, Saint-Cadeau, qui n'est rien de moins qu'un saint chrétien légendaire, donc de niveau 75 à peu près le gars, il souhaitait un pont en fait pour relier cette petite île à la terre. Il reçoit alors la visite de Satan, qui profite du fait qu'il manquait de moyens pour voir son projet aboutir. Il lui propose son aide en échange de l'âme du premier être vivant qui traversera le pont. Il accepte, et le pont est créé en une nuit. Au matin, Saint-Cadeau fait passer un chat sur le pont en guise de premier être vivant, et paf, niquer le diable. Alors la morale de cette histoire, c'est que tu peux être un saint légendaire, mais quand même, il y a peut-être moyen de choisir un autre animal qu'un chat. Déjà parce qu'ils sont super mignons, et je dis pas ça uniquement parce que j'en possède un. Et puis en plus, comment il a fait? Enfin, je pense pas qu'à l'époque de la légende, il avait un pointeur laser pour attirer le chat de l'autre côté du pont. Mensonge! Mensonge! Dans ton culture. Pas mal, c'est français. Ah Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. Sainte Servietsky te dit, n'oublie pas d'emporter une serviette. Ok. On se fume un pétard. Mais ils ont pris de la drogue ou quoi? Et alors, où allons-nous les gars? Dans ton cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Ton Culture, le podcast qui va au fond des choses. Comme tous les 15 jours et après ce petit break d'un mois, c'est un plaisir incroyable de vous retrouver pour vous raconter des trucs très intéressants, de sujets aléatoires à la fois. Et comme dans les tutos de Camille, on apprend en s'amusant. D'ailleurs, pour être sûr qu'on s'amuse à donf, je ne serai bien sûr pas seul, car je serai accompagné de mon dude, mon vieux gars, au teint hâlé et à la chair burinée, mais à l'esprit acéré. Je veux bien sûr parler de Sam. Comment vas-tu bien, toi, là? Bah, ça va, mais d'où j'ai l'allure burinée, c'est ça t'as dit de moi? Bah écoute, j'allais te demander où est-ce que tu as passé tes vacances. Apparemment, tu es allé assez loin, un endroit assez ensoleillé. Oui, je suis passé de l'autre côté de la flaque, je suis allé à Mexico. Ah, Mexico. Mexico. Donc ce qui explique ce teint hâlé et cette chair burinée. Effectivement. Et toi alors, comment vas-tu mon gars? Bah écoute, j'aurais bien aimé dire que je suis allé aussi loin, mais je me suis contenté d'aller en France, en Bretagne. Petit tour très très sympa. C'est très exotique. Bah il a fait aussi beau qu'aujourd'hui à Dublin, ce qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il a fait 19 à 20 degrés. On est en train de mourir. Alors, il s'est passé aussi un truc. Je suis allé au festival Bloodstock, au nord de Birmingham, un petit festival de métal familial très agréable. D'ailleurs, le matin, à l'ouverture du site, il y avait du tai chi métal. Oh. Ouais. Donc, concept, hein. Ouais, c'est ça. Tu fais du tai chi, mais sur du metalcore. C'est très spécial. Et j'ai remarqué quelque chose, parce que dans les groupes qui sont passés ce jour-là, il y avait les Flogging Molly. Je sais pas si tu connais. Non. C'est un groupe de punk irlandais, et ils rajoutent peut-être des instruments traditionnels. Ok. Et il s'avère que le chanteur de Flogging Molly ressemble beaucoup à Laurent Ruquier. Mais non. Et dis donc, ça m'a frappé. Je pense qu'il faudra qu'on leur écrive. Hein. Il y a moyen. Il faut qu'ils le sachent. Et donc voilà, c'est la rentrée. J'espère que vous avez tous fait votre cartable pour demain. Nous voilà donc énergisés, en pleine forme, rechargés, prêts à vous intéresser à mort. Sam, t'es prêt? Allez! Bouddha, c'est le bon vieux Bouddha. Pour la première fois, je vais commencer mon sujet avec un disclaimer. Je ne suis pas quelqu'un de spirituel, plutôt excessivement cartésien. Les faits et rien que les faits, avec un petit peu de science, un peu comme l'empereur. Et là, je parle pas de Napoléon, wink wink. On sait de qui on parle. Tout ça pour dire que mon récit ne sera pas empreint de ferveur, et sans doute que mon ignorance sur le sujet pourrait passer pour du mépris, mais il n'en est rien, puisque l'absence de spiritualité n'empêche pas l'ouverture d'esprit, mon gars. Bah évidemment. Donc pardonnez-moi si un ou plusieurs aspects de cette grande religion m'échappent durant mon récit, et profitez-en pour me dire sur les internets ce que j'ai loupé dans mon sujet, je vous en serai très reconnaissant. Alors ça c'est fait. Alors, pour commencer, et comme il s'agit bien du sujet qui nous concerne, c'était qui Bouddha? C'était qui? Eh bien je vais te le dire. Parce qu'il s'agissait bien d'un manos, d'un dude, d'un lad qui a bien existé,
Il s'agissait de Siddhartha Gautama, qui est né entre 623 et 563 avant JC, à Lumbini. Et il était, selon la légende, un prince hindou qui renonça à sa position et sa richesse pour rechercher l'illumination comme un ascète spirituel, et qui finit par atteindre son but en prêchant son chemin aux autres et fonda le bouddhisme. Alors un ascète, je précise, c'est une personne qui s'impose par piété des exercices de pénitence, des privations, une personne qui mène une vie austère. On peut voir ça un peu comme des moines, par exemple. Vraiment, un moine est un ascète. Alors comme je l'ai dit précédemment, il est né à Lumbini, où on peut d'ailleurs toujours visiter son lieu de naissance. Et alors Sam, dans quel pays se trouve cette ville ? Alors moi déjà j'ai cru que Lumbini ça sonne trop comme un bled breton. Lumbini ? Ouais, je sais pas. Bon, Lumbinique. Lumbinique. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, est-ce que cette ville se trouve au Népal, en Indonésie, en Thaïlande ou en Italie ? Lumbini. Pas con le gars. On peut. Bah écoute, je vais dire le Népal. Et c'est une excellente réponse. Yeah. Effectivement, ça se trouve bien au Népal. Alors, selon les textes bouddhistes, il y eut une prophétie à la naissance de Siddhartha, selon laquelle il deviendrait soit un roi puissant, soit un grand maître spirituel. Son père, craignant qu'il devienne un ascète, en l'occurrence, s'il était d'ailleurs du coup exposé à la souffrance du monde, du coup il l'a protégé de la vue et de l'expérience de quoi que ce soit de désagréable. Il l'a protégé, hein, et ce durant les 29 premières années de sa vie. Un jour, cependant, Siddhartha échappa aux mesures de son père et vit ce que les bouddhistes appellent les 4 signes. Soit un homme âgé, un homme malade, un homme mort et un ascète religieux. On est toujours sur les très ascètes. Dis donc. Ah bon, moi je sais pas trop où il a traîné, mais je pense qu'à l'époque il devait être vachement plus simple de tomber au calme sur un cadavre. Parce que je veux dire, peut-être voir un homme mort, c'est vrai. Sachant qu'il a vu tout ça en une balade en ville, hein. Ah ouais. Ça devait être quand même le ghetto chez lui. Ah non, mais Lumbini, le Bronx. Ouais. Alors là-dessus, il va commencer à se questionner et comprend que tout ce qu'il aime, tous les beaux objets, tous ses beaux vêtements, ses chevaux, ses bijoux, seraient perdus pour lui un jour. Et ça, à n'importe quel moment et à n'importe quel jour. Ça peut arriver, voilà. Ouais. Parce qu'il était comme tout le monde, soumis à l'âge, la maladie et la mort. Même si, bon, en tant que prince, je pense qu'il devait vivre un chouïa plus vieux que le reste de la population. Ouais, il devait se mettre bien quand même, ouais, faut pas déconner, quoi. C'est ça, il avait la clim dans son palais, c'est évident. Alors, à travers de ces signes, il se rendit compte que donc il pouvait tomber malade, vieillir, mourir et perdre donc tout ce qu'il aimait, y compris que la vie qu'il menait garantissait qu'il souffrirait et que la vie était essentiellement définie par la souffrance du désir ou de la perte. Par la souffrance du désir ou de la perte. Ok, voilà, d'accord. donc à ce moment-là, donc Siddhartha est dans une phase qu'on peut appeler émo. Hein, il avait une mèche. Il avait une mèche à ce moment-là, exactement. Une nuit, après avoir regardé tous les objets précieux auxquels il était attaché, ainsi que sa femme endormie et son fils, il sortit du palais, laissa ses beaux vêtements, enfila la robe d'un ascète et partit dans les bois. Bon alors, dans certaines versions de l'histoire, il est assisté par des moyens surnaturels. Peut-être qu'il avait, je sais pas moi, un tapis volant. Ah non, c'est pas du tout les mêmes. Non, c'est pas du tout dans le même coin. C'est pas du tout dans le même coin, autant pour moi. Et tandis que dans d'autres scénarios, il part simplement et s'essaye avec à différents enseignants et essaye de nouvelles disciplines, mais rien de vraiment surnaturel. Il finit par finalement atteindre l'illumination par ses propres moyens, tout seul comme un grand. Tout seul comme un grand. Effectivement, dans un état méditatif profond, Siddhartha contempla sa vie et ses expériences, il réfléchit à la nature de la souffrance et reconnut pleinement que le pouvoir de cette souffrance venait de l'attachement. Enfin, dans un moment d'illumination, il comprit que la souffrance était causée par l'attachement humain à des états permanents dans un monde d'impermanence. Alors ça, c'est un concept très important. Tout ce que l'on était, tout ce que l'on croyait posséder, tout ce que l'on voulait gagner était en constante évolution. On souffrait parce qu'on ignorait que la vie elle-même était changement et que l'on pouvait cesser de souffrir en reconnaissant que, puisqu'il en était ainsi, l'attachement à quoi que ce soit dans la croyance de la permanence était une erreur grave qui ne faisait que nous piéger dans le cycle sans fin du désir, de l'effort, de la renaissance et de la mort. Waouh! Voilà, j'ai mal à la tête. Là, on est vraiment sur le truc vraiment très très deep. En fait, ce principe d'impermanence nous montre que rien n'est immuable ou éternel. Tout disparaît, tout apparaît, chaque chose est en constante mutation et en perpétuel changement. Mais que du coup, moi, la manière dont je le comprends, c'est qu'il faut accepter tous ces changements et dans le même temps se satisfaire de ce qu'on a.
et de préférence le moins de choses possible. Bah, c'est assez humble comme point de vue, c'est quoi. extrêmement humble. Et du coup, je pense qu'on peut faire un parallèle avec le consumérisme. Clairement, Siddhartha, il aurait beaucoup aimé Tyler Durden dans Fight Club. Donc permets-moi de te gratifier d'un petit medley de répliques. La Allez. pub nous fait courir après des voitures et des fringues, on fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Et bien sûr, les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Eh oui. Eh ouais, faites donc du savon. Suite à ça, son élimination... Ah, je reviens à Siddhartha. Oui, mais évidemment. Donc, Pas suite à Tyler ça- Durden. on est d'accord. Donc son élimination était complète et il devint connu sous le nom de Bouddha, qui a bien sûr un sens propre. Alors Sam, que signifie le nom Bouddha ? L'éclairé, le divin, l'illuminé, ou je ne suis pas un fromage néerlandais. Pour ne pas le confondre avec le Gouda, évidemment. Évidemment, bah ouais. Alors, rapport à l'humilité, je pense pas que ce serait le divin, du coup, Mhm. parce que ça paraîtrait un peu péter plus haut que son cul, et c'est pas très inconstant. Impermanent. Impermanent, pardon. ouais. Impermanent. Donc tu m'as dit l'illuminé ou le L'éclairé. L'illuminé ou l'éclairé. Ouais, je vais te dire... Parce que l'illuminé, ça peut paraître péjoratif, je vais dire l'éclairé. Et c'est une très bonne réponse. Yeah. C'est l'éclairé ou l'éveillé également. D'accord. Alors bien qu'il puisse maintenant vivre sa vie dans le contentement et faire ce qu'il voulait, il choisit plutôt d'enseigner aux autres le chemin de la libération, de l'ignorance et du désir, et de les aider à mettre fin à leur souffrance. Il prêche son premier sermon au parc aux daims ou aux gazelles à Sarnath, au cours duquel il présente à ses adeptes ses 4 nobles vérités et l'octuple sentier. Alors, les 4 vérités sont la vie est souffrance. La cause de la souffrance est le désir. La fin de la souffrance vient de la fin du désir. Il existe un chemin qui éloigne le désir et la souffrance vers un nouvel âge réminiscent. Évidemment. Ah bah c'est clairement Skippy le grand gourou, c'est inspiré de ça. Ah ouais. C'est absolument évident. Ouais, salut, c'est God, je suis en train de faire le montage, je me permets d'interrompre l'épisode pour préciser que je viens de me rendre compte qu'on avait laissé la fenêtre ouverte pendant qu'on enregistrait, donc on entend les voitures passer derrière. Voilà, on n'a pas les moyens d'avoir un perchiste pour détecter ce genre de choses, évidemment. Donc voilà, vous risquez d'entendre des voitures passer derrière, c'est tout, je vais juste m'en excuser, et je vous laisse à votre épisode. Une fois que du coup tu as trouvé les 4 nobles vérités, du coup tu te diriges vers l'octuple sentier. Donc, attends, excuse-moi. Les 4 nobles vérités, du coup, c'est résumé au fait que tout est souffrance, quoi. Ouais, principalement, et que souvent... pour arrêter de souffrir, il faut... ne rien désirer. Ok. Voilà. D'accord. Basiquement, c'est comme ça qu'on peut le résumer de manière très très simple. Et donc, une fois que tu as atteint ce stade, là tu vas vers l'octuple sentier qui te sert de guide pour vivre ta vie sans le genre d'attachement qui entretient la souffrance. Donc il y a la vision correcte, l'intention correcte, la parole correcte, l'action correcte, les moyens de subsistance corrects, faut bien manger, l'effort correct, faut aller à la salle, la pleine conscience, ne pas tabasser son voisin, et la concentration correcte. Tout doit être correct. Voilà, c'est... Faut être le plus vertueux possible, en gros. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, il faut bien préciser aussi que le bouddhisme est une religion traditionnelle non théiste. Donc le bouddhisme considère que tous les êtres sensibles deviendront inévitablement un jour un Bouddha à l'égal de tous les Bouddhas passés, présents et futurs. Or, un Bouddha n'est pas un dieu. Donc selon le bouddhisme, Dieu n'existe pas. Waouh. C'est deep. Ah ouais. Hein ? Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a souvent eu des débats sur le fait de savoir si le bouddhisme était au final une religion ou pas. Exactement. Et que du coup, il y en a plein qui disent bah non, en fait, c'est plutôt une philosophie de vie. Une philosophie de vie, ouais, ouais. Un ensemble de préceptes à suivre. Mais bon, ça présente quand même tous les aspects d'une religion. Ouais, parce qu'il y a un aspect spirituel qui est évident, quoi. Ouais, ça, c'est voilà. clair. Alors, au niveau de la répartition... C'est très intéressant. Ah, non, mais t'as vu, c'est vraiment très intéressant. Je suis subjugué. Alors, au niveau de la répartition sur le globe, et avec donc du coup quelques chiffres, en ce qui concerne la religion bouddhiste à notre époque, et d'après les indicateurs démographiques du Fonds pour la population mondiale de l'ONU, il y aurait entre 500 et 700 millions de fidèles qui se réclament bouddhistes, classant cette religion au 4e rang des grandes croyances quand même. Et dis donc Sam, quelle est actuellement la religion number 1 sur Terre en nombre de croyants ? On parle de chiffres en 2021. S'agit-il de l'islam, du christianisme, du sikhisme
ou du pastafarisme. Petit coquin. Je vois ce que tu fais là. Ah bon bah évidemment j'hésite entre l'islam et le christianisme. Je sais pas franchement. J'ai quand même envie de dire le christianisme parce que je sais que l'islam c'est la religion qui se développe le plus dans le monde. Mais je crois pas qu'elle soit première pour autant. Donc je vais dire le christianisme. C'est encore une très très bonne réponse. Yeah. Effectivement, le christianisme est number one avec 2,4 milliards de fidèles enregistrés. L'islam, on est à 2 milliards, donc on est quand même juste après. Le sikhisme, bon, c'est 27,7 millions. Je me suis dit, c'est un petit piège, qu'est-ce que tu as mis là? Et le pastafarisme, alors évidemment, c'est la religion dite FSM, le Flying Spaghetti Monster. Ouais. Donc c'est la croyance dans le fait que Dieu serait un énorme monstre en spaghetti volant. Ouais. D'après son fondateur Bobby Anderson, le pastafarisme aurait des millions, sinon des milliers de fidèles dévoués. Et le fait est que j'ai découvert que le pastafarisme, c'était une religion qui était reconnue en Pologne, à Taïwan, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas. Donc les prêtres pastafariens peuvent, par exemple, prononcer des mariages. Trop bien. C'est fou, hein. Mais c'est comme, vite fait, tu sais qu'il y a le culte dudéique. Du quoi? La religion du dudéisme, inspirée de The Big Lebowski. Ah oui, le dude. Ouais, le dudéisme. Et j'avais vu un petit documentaire là-dessus, et honnêtement, c'est trop cool parce que c'est des gens qui mettent un point d'honneur à vivre comme le dude. Donc en robe de chambre et en buvant des russes blancs. Voilà, exactement. Et en jouant au bowling. Ouais, exactement, tout à fait, ouais. C'est pas trop mal comme religion. Moi, je trouve ça plutôt cool. Alors au niveau des chefs en fait du bouddhisme actuellement, il n'y a pas vraiment de chef religieux comme le pape par exemple. La seule personne qui se rapprocherait le plus, ce serait Tenzin Gyatso, aussi connu sous le nom du Dalai Lama. Même s'il est plutôt le représentant spirituel de l'ensemble des bouddhistes tibétains et non de l'ensemble de la communauté, parce qu'il y a énormément de mouvements différents. Mais il est celui qui est un petit peu la figure de proue en fait de la religion, notamment de par sa lutte contre le gouvernement d'occupation chinois au Tibet, qui mériterait bien un épisode à lui tout seul. Merci de dire gouvernement d'occupation, c'est important de le préciser. C'est important de le préciser. Sinon on n'a pas peur. J'ai découvert que Bouddha était un homme a priori plutôt svelte, tu sais, avec un man bun, un air très serein. Alors que, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi j'ai toujours imaginé Bouddha comme un homme bien portant et rigolard. Ouais. Tu sais, un peu gros. Voilà, rigolard, un peu comme Bolloré s'est défini lui-même le 13 mars 2024 devant les députés de la commission sur l'attribution des fréquences TNT. Ah, il est rigolard, Bolloré. Il a dit on disait de lui que c'était un mec plutôt rigolard. Ah ouais. Ouais. J'en doute pas. Dans le milieu, j'imagine qu'elle se doit être un rigolard. Ah ouais, je pense qu'à Canal+, ils l'ont trouvé très rigolard aussi. Ah ouais, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, ça y est, les US ont leur propre Bolloré, hein. Elon Musk. Et étonnant qu'il ait mis autant de temps à avoir leur propre milliardaire réac. C'est clair. Pour revenir à Bouddha rieur, ouais, s'il te plaît. parce que c'est comme ça qu'on le connaît, le Bouddha rieur. Pour moi, c'était le genre de truc que t'achetais chez Maison du Monde. Tu sais, à un moment donné, t'en avais dans toutes les boutiques de déco. Ouais, c'est clair. C'est incroyable. Alors là, en ce qui concerne ce Bouddha précisément, la tradition raconte qu'à l'origine, il s'agissait d'un moine bouddhiste du nom de Putai. C'était un moine errant qui vivait au Xe siècle en Chine et qui était reconnu pour sa bonté et sa générosité. Donc Putai était représenté en homme chauve corpulent, souriant ou riant, drapé d'une robe avec un ventre largement exposé. Il est en général affublé d'un sac de toile qui ne se vide jamais. Bien qu'ayant plutôt des origines dans le taoïsme, on l'appelle malgré tout le Bouddha rieur. Et puis c'est tout. Le sac en toile là, dont tu parles, ça fait un peu penser à la corne d'abondance, quoi. Ou la hotte du Père Noël. Ah, ouais, carrément. Alors, il est considéré comme un véritable porte-bonheur. Hein. Les représentations du Bouddha rieur sont très répandues dans les temples, les maisons ou les commerces asiatiques. On en trouve sous forme de statuettes, peintures, amulettes ou pendentifs. Il incarne les idéaux d'une bonne vie, santé, bonheur, prospérité et longévité. Faut lui caresser le ventre. C'est ça qui porte bonheur. Voilà. Alors, finissons. Donc il faut caresser le ventre du gros monsieur, c'est ça? Il faut caresser le ventre du gros monsieur et il rigole. C'est bizarre. Finissons sur une petite note légère. Je suis tombé sur un article de Géo de 2020 qui parle d'un temple de Bangkok où les divinités bouddhiques côtoient des statues de Mickey Mouse, Superman, Che Guevara ou David Beckham. Une approche plus ludique de la religion destinée à attirer un maximum de visiteurs. Le fait qu'il y ait tous ces personnages sculptés n'est pas contraire au bouddhisme, estime Lakana Sherlipchit,
un entrepreneur de 53 ans, on rigole pas sur les noms. Non, on fait pas ça. Non, mais non. On a quand même un minimum. Ouais, on se tient. Donc c'est un entrepreneur de 53 ans en visite dans le temple. Il dit, et en plus, j'ai vu des photos, c'est rigolo, parce que tu vois des bas-reliefs qui représentent, tu vois, la vie de Siddhartha, etc. Et là, oh, Batman. C'est vraiment sculpté à côté, tout pareil, bon. Et alors, c'est pas le seul temple qui est dans ce genre-là. À Nakhon Pathom, à environ 1 heure de Bangkok, l'ancienne abbé. Alors, abbé, d'ailleurs, moi, j'ai dû aller voir, parce que je trouvais ça surprenant que, en fait, le moine en charge d'un monastère bouddhiste, par exemple, c'est un abbé. Moi, je pensais qu'un abbé, c'était propre au catholicisme. Ouais. Mais non. Dans le bouddhisme, ça marche également. Donc, l'abbé a fait édifier dans les années 90 une tour rose de 80 mètres autour de laquelle s'enroule une spirale et s'enroule en spirale un énorme dragon. Le bâtiment symbolise les 16 niveaux de paradis dans la mythologie bouddhiste. 16 niveaux. C'est pas mal, hein. C'est-à-dire que nous, on a les 7 cercles de l'enfer, eux, ils ont 16 niveaux de paradis. Ils ont compris, eux, en fait. Non. Ouais, ils sont supérieurs. Clairement. Bah oui, c'est ça. Le temple de Saensuk au sud de la capitale est au contraire une représentation de l'enfer, aussi appelé Naraka, avec des dizaines de sculptures représentant le martyr des pécheurs. Ces derniers sont enchaînés et emmenés devant Fayayam, le dieu de la mort, qui les condamne à différents châtiments selon les fautes qu'ils ont commis. Ah, j'ai déjà vu des photos c'est un temple qui est assez récent celui-ci. Ah, je n'ai pas la date. Il me semble que c'est un truc qui a été construit genre il y a quelques dizaines d'années et j'ai vu des photos et effectivement, il est terrifiant. C'est vénère. Ah bah c'est vraiment l'imagerie qu'ils ont mis, ils y sont allés à fond quoi. Bah écoute, apparemment on peut voir des personnes qui se font dévorer les entrailles par des corbeaux, d'autres sont forcés de grimper sur des arbres recouverts d'épines, par exemple s'ils ont commis un adultère et du coup ils ont les mains en sang. Un temple bouddhiste franchement très métal, j'aime beaucoup. Voilà. Non, franchement ça j'ai trouvé ça très très intéressant. Je me rends bien compte au travers de mon exposé que je n'ai fait qu'effleurer la profondeur de cette religion qui est le bouddhisme. Tu en conviendras. Ouais. Ouais, bon, je te remercie. Alors, vous avez pas pu voir ma gueule, mais j'ai roulé les yeux comme un gros ouf, quoi. D'autant que chaque région, voire chaque pays où cette religion a pris racine a sa propre histoire, avec ses propres réincarnations de Bouddha, des subtilités dans l'application des préceptes. Bon, voilà, je vais pas me convertir pour autant, je reste un grand pragmatique, toujours aussi peu spirituel, et ce même si je pense être plutôt correct, hein mon gars. T'es quand même correct, toi. Correct, hein. Ouais. Maintenant... Je dirais même que t'es correct. Bref. C'est correct. Bah comme on dit en Bretagne. Ouais. Impec, on est au sec. Maintenant, passons à quelque chose qui, je pense, ne fait pas vraiment partie de la pensée de Bouddha, mais juste d'une envie, d'un désir, d'une passion pour le simulacre de la reproduction, le tout sans risque que celle-ci devienne une réalité. Oh bébé, j'ai envie de toi ce soir. Moi aussi. Mais as-tu pensé à la contraception ? Ah, la bonne baise. Quand elle est pratiquée dans le consentement et dans la mise de côté de ses complexes, quand voilà une belle activité saine, pleine de plaisir, de rigolade et de fluide en tout genre. Ah, ça on aime. Ah, ça on aime, hein. C'est bien simple, ici à Dans ton Culture, on approuve ce message, n'est-ce pas ? Ah, tout à fait. Ouais, exactement. Et pourtant, des fois, il y a des petits empêcheurs de s'amuser qui viennent gâcher la fête. Ces connards, là, on peut les appeler comme ça, sont bien entendu les MST et IST en tout genre, et bien évidemment les gosses. Alors quand je dis les gosses, hein, je précise, je ne parle pas des couilles québécoises, mais oui, attention, pour nos amis québécois, salutations à eux, gros bisous. On parle pas de leur bonne couillasse. Et je parle bien entendu ici des chiards, des mômes et autres bambins. Salutations bien sûr à tous les parents qui écoutent cet épisode. Blague à part, et en ce qui concerne les infections et maladies sexuellement transmissibles, elles se présentent sous plusieurs formes. Leurs symptômes commencent généralement par des pertes ou écoulements, des brûlures, des démangeaisons ou encore de la fièvre. Bon appétit. J'espère que vous mangez pas. D'ailleurs, le langage usuel tend à adopter plus l'appellation dorénavant IST que MST de nos jours. Ah MST, en fait, IST, ça recouvre tout. Ah, d'accord. C'est infection et maladie, en fait. D'accord, oui. Non, mais c'est plus simple. C'est plus simple. Parce qu'en fait, elles concernent de base les mêmes maladies. Voilà. On compte un grand nombre, du coup, de maladies qui se transmettent par le biais de bactéries, de virus ou encore de parasites. Donc, par exemple, on a l'herpès, la gonorrhée, la chlamydia, l'hépatite B ou encore le VIH, responsable du sida.
souvent curables si pris en charge à temps, certaines de ces maladies peuvent malgré tout causer la mort. Les conséquences du sexe non protégé semblent pourtant être connues depuis longtemps, malgré tous les tabous qui ont pu entourer la sexualité. Malgré les maladies donc, il apparaît pourtant que le principal motivateur pour utiliser des contraceptifs était et est toujours d'éviter de tomber enceinte. Bah oui, c'est quand même la plus grosse des conséquences. Bah effectivement. Les femmes pouvaient et peuvent toujours donc décider en leurs termes du contexte dans lequel elles tombent enceintes et ainsi permettre à celle-ci de disposer de leur corps, n'en déplaise aux religieux et aux natalistes en tout genre. Parmi les traces les plus anciennes d'utilisation de moyens contraceptifs, c'est vers l'Égypte antique qu'il faut regarder. Cette civilisation... Wow. Ah, la fameuse... Ah, mais et puis c'est très très loin. C'est loin. Ah, oh là là. Avant le JC, hein. Alors, des capotes en papyrus? Tu vas voir, mon gars. Ça doit être cassant, hein. Ouais. Cette civilisation donnait beaucoup d'importance aux enfants et à la cellule familiale, mais malgré tout, on avait recours donc aux moyens contraceptifs dans le cas de certaines professions, comme les prostituées par exemple, ou pour les femmes qui n'étaient pas mariées. Des raisons médicales justifiaient également l'utilisation de contraceptifs, comme pour les femmes pour qui on jugeait qu'une grossesse pourrait être trop compliquée. Soit parce qu'elles avaient genre le bassin pas assez large, ou qu'elles avaient des maladies ou autre quoi. Ah, elles avaient pas des hanches à enfants. Exactement. Ah ok, bien sûr. Les Égyptiens de l'époque, donc, avaient bien entendu élaboré tout un tas de méthodes pour se prémunir contre une grossesse indésirée. Et là où ils sont forts quand même, ces Égyptiens, c'est qu'ils utilisaient des produits qui sont reconnus aujourd'hui comme ayant des effets spermicides, comme l'acacia, dont les épines contiennent de la gomme arabique, ce qui rentre dans le composé de... tu m'as fait peur, parce que quand t'as commencé à parce que quand t'as commencé à parler d'acacia, moi j'ai pensé, buisson à épines, tout ça... Je dis, oh là, qu'est-ce qu'il faut avec les épines? Parce que si c'est que la gomme, ça va. Alors, ceci dit, t'as raison, parce que c'était effectivement les épines d'acacia qui étaient réduites en poudre, hein, évidemment. On n'allait pas non plus mettre des épines dans le bouillon, quoi, tu vois. Sinon, il serait vraiment trop métal, quoi. Effectivement, ouais. Donc, la poudre d'épines d'acacia était répandue avec un mélange sur un tampon alors introduit dans le vagin, et grâce à la fermentation, cette formule constituait alors un spermicide puissant. La vache. Ils sont pas forts ces Égyptiens. Parce que je me demande toujours, tu vois, quand tu découvres ce genre de choses à travers l'histoire, c'est comment ils ont découvert. Ouais, c'est clair. Clairement, ça veut dire qu'ils ont fait des expérimentations, tu vois. Ah oui, ça c'est sûr. Mais comment ils ont même fini par se rendre compte que ça marche. Ouais. Non mais c'est clair, c'est fou. Ah mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Très Merci intéressant. Mon gars. Alors évidemment, les Égyptiens n'étaient pas les seuls, hein, car les Romains, les Indiens, les Japonais même à l'époque, ou encore même les Chinois, avaient eux aussi pensé la question de la contraception. Donc, en effet, à toutes les époques et dans toutes les civilisations, on pensa à créer des systèmes afin de se protéger contre des grossesses non désirées ou encore des maladies. On avait des huiles, donc des crèmes, des tampons spermicides. Les lavements étaient également souvent utilisés. Parce qu'un lavement, c'est pas au même endroit, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que, tu sais, les poires à lavement. Oui. Et ben, à la base, d'après ce que j'ai lu, ça a d'abord été conçu pour nettoyer le vagin après un rapport. D'accord. Ouais. Ah, ok, oui, ça, c'est logique. Oui, c'est logique. Ouais. Mais, donc voilà. Donc, c'est parce que maintenant, quand tu dis lavement, tu penses pas forcément à cette partie-là. Bah non, tu penses au bon cucu, quoi. Oh, petit trou fignon, ouais. Ouais, effectivement, ouais. Petit trou fignon. Bon bref, on n'est pas là pour parler du cul. Enfin si, on parle du cul. En quelque sorte, mais tu vas pas zizi pampan. Voilà, exactement. Ouais. Donc on découvre également, on découvrira également que les femmes ont plus de chances de tomber enceintes avant et après leurs règles. Des périodes d'abstinence auront également été préconisées. Oui, logique. Et la capote alors? Hein, la bonne vieille capote. Ah bah ouais, parce que moi j'attendais que tu commences à parler de ce boob. Ouais. Bien sûr, on n'a pas mis longtemps à comprendre que le sperme était la source du problème. Tout un tas de matériaux furent utilisés pour la conception de notre bon vieux préservatif. Et alors mon cher Goth, lequel de ces matériaux ne fut jamais utilisé pour la conception des préservatifs? Les boyaux d'animaux? Le fer? Les écailles de tortue? Ou la soie? Honnêtement, parce que je vois vraiment pas comment... parce que les boyaux d'animaux, je sais que ça c'est vrai. La soie, je sais que ça, effectivement, ça existait. Je crois que ça date du Moyen-Âge ou de la Renaissance, je sais plus. Tu sais, cette période-là, quoi. Par là, il y a longtemps. Et
moi je dirais que c'est le fer. Et c'est une très bonne réponse. Allez. Effectivement. Et les écailles de tortue, c'était les Japonais qui les utilisaient. Donc il les collait et il les polissait. Et ça servait également de godemichet. Donc c'était des capotes assez rigides, hein, ceci dit. Ouais, je pense que, enfin, je veux dire, je dis ça en tant que grand connaisseur, en tant que mâle blanc cisgenre. Honnêtement, je pense qu'au niveau des sensations, ça doit pas être de fou les écailles de tortue. Bah, je sais pas, ouais, je suis un peu, ouais. Permettez-moi d'en douter. Encore que les boyaux d'animaux, bon, ça se rapproche, c'est un peu de la peau en quelque sorte, donc du coup ça va. La soie, oh, ça doit être doux, ça doit être chatoyant, tu vois, c'est sympa. Mais par contre, ouais, alors les écailles de tortue, ouais, bof. Bof. Hein. Ouais, on est d'accord. Et alors, selon le site leroidelacapote.com, je le savais. Ça, de toute façon, tu sors un truc comme ça, on fait le rire de Christophe Lambert, hein, tout de suite, hein, ça c'est... C'est donc selon ce site, leroidelacapote.com, je répète, c'est au XVIe siècle que l'anatomiste et chirurgien italien Gabriele Falloppio conduisit les premières études cliniques sur une capote que lui-même avait mis au point afin de trouver une protection contre la prolifération de la syphilis. Il élabora un étui en lin badigeonné d'une décoction astringente faite sur mesure et mena une étude sur 1100 hommes. Ah ouais, non mais par contre, j'espère qu'effectivement la capote en lin, là, j'espère qu'elle était bien imbibée parce que le lin ça gratte. Hein. Ah non, mais moi ce qui m'a choqué, c'est qu'elle a été faite sur mesure. Donc ah donc tu venais. Alors mettez-vous là. Ouais. Allez-y, mettez-la voilà. en exercice. Et pensez pas à votre belle-mère. Voilà, ouais, ok. Ouais. Ne regardez surtout pas dans les yeux. Quoi qu'il en soit, l'expérience fut un succès, car aucun de ces cobayes ne chopa la syphilis. Oh. Et donc du coup, bah pas mal les... Grande victoire pour Falloppio. Ouais, exactement. Donc on peut se dire qu'à partir de là, tout se passe bien pour l'histoire du sexe et des risques qui y sont associés, hein ? Ah oui, ça a l'air en bonne voie. Mais pas vraiment en fait. Car à cause de la morale chrétienne, je n'ai rien contre vous les chrétiens, mais bon, la morale chrétienne donc, tenta de réduire l'acte sexuel à sa seule fonction procréatrice. L'Église voit bien entendu d'un mauvais œil l'utilisation de protections qui permettraient de se faire plaisir et le fait d'envisager que l'envie de procréation ne rentre pas forcément en compte dans l'envie sexuelle. Évidemment. Ouais. Certains gouvernements d'ailleurs, comme celui de la France, tenteront également de rendre l'accès à l'information compliqué, notamment durant l'entre-deux-guerres. Et selon le site forceouvrière.org... J'ai trouvé des super sites. Ah non, mais là, sites. t'as des super sources. Non, mais tout est vérifié, hein. Tout est vérifié. Ouais. Donc, le site Force Ouvrière explique qu'en 1920, suite aux nombreux morts, du coup, causés par la Première Guerre mondiale, fut voté au Parlement avec une large majorité, si ce n'est presque à la majorité absolue, une loi nataliste qui interdit la propagande allant à l'encontre du besoin de repeupler la France. C'est bien simple, avoir recours à l'avortement était considéré comme un crime et était passible d'emprisonnement. Et il y avait même... Attends, mais c'est normal. Parce que du coup, tu allais contre le réarmement démographique. Ah, le fameux réarmement démographique. Voilà, bah tu oui. peux pas aller contre ça. C'est vrai. T'as Toutes raison, les nations en ont besoin. Évidemment. C'est qui avait dit ça d'ailleurs. Oh, on va pas le citer. Vas-y, continue. Ouais. Ah, c'est celui dont on ne va pas prononcer le mot. Exactement. Ouais. On est d'accord. Ça allait même plus loin car tout médecin conseillant une femme sur ses options de contraception se retrouvait de fait considéré comme complice d'entrave à la politique de natalité alors en place. Donc vraiment, c'était motus et bouche cousue, retour au tabou, quoi. Malgré toutes les tentatives de rendre les pratiques sexuelles... les pratiques sexuelles hors mariage et toute entrave à la conception, honteuse et immorale, on n'arrête malgré tout pas le progrès et les volontés d'émancipation se font de plus en plus vocales. De plus, les interdits n'empêchent pas les femmes d'avoir recours à l'avortement, mais le rendent juste plus dangereux pour la santé de celle-ci, car opéré clandestinement et dans des conditions impropres à ce type d'opération médicale. C'est en 1956 que la sociologue Evelyn Sulero propose à la gynécologue protestante Marie-André Lagroix-Veil-Hallé, de fonder la maternité heureuse, afin d'aider les femmes dans leur accès à l'avortement. Au départ clandestin, il en découle assez vite les premiers centres de planning familial à partir de 1960. Toujours fondés dans la clandestinité. C'est dans quel pays, pardon En France. Ah, c'est en France. Ouais, ça c'est bien en France. Oui, toujours en France. Okay.
Et mais pour info, le planning familial, ça existe partout dans le monde. Hein. Oui, aux non, mais de toute États-Unis, façon, c'est le oui. Planned Parenthood. Mais ça veut dire, du coup, on était les premiers? Non, il y avait c'était les déjà ricains. avant. Les ricains avaient déjà des. Ouais, Planned j'allais dire Parenthood. Cocorico, mais tant pis. Ouais, non. Non, en termes de conception misogyne de la vie, la France, on est un peu des blaireaux. Faut pas se cacher, quoi. Ok, bon. Ouais. Donc pour en revenir à ça, donc ces centres de planning familial donc étaient fondés dans la clandestinité et ils s'occupaient notamment d'importer des produits contraceptifs dont la pilule. Ah, la fameuse. La fameuse pilule, effectivement. C'est une invention moderne d'ailleurs, et elle est à corréler directement avec les avancées majeures de la médecine au début du XXe siècle. L'idée a été développée et soutenue en 1950 par 2 femmes américaines, Margaret Sanger, je sais pas. Ah, Singer, comme les machines à coudre. Non, S-A-N-G-E-R, Sanger. Ah, Sanger. Ouais. Infirmière, et Catherine McCormick, biologiste. Elles convaincront Gregory Pincus. On dirait un épisode des Feux de l'amour, mais vas-y. C'est con, putain. Donc, Gregory Pincus, qui était un célèbre endocrinologue, donc médecine spécialisée dans les études des hormones, de financer les travaux en vue de créer une pilule contraceptive, donc. Le projet mit du temps à être validé et soutenu par la communauté scientifique, car un contentieux existait sur l'hormone la plus appropriée pour la conception de cette pilule, et surtout sur son utilisation. Parce qu'en fait, à la base, l'idée, selon la communauté scientifique, n'était pas forcément d'avoir un moyen contraceptif, mais plus de trouver un moyen de réguler les hormones des femmes. Bah, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de simplifier, parce que je sais que en fait, souvent ça aide à caler son cycle, etc. Voilà, exactement. En fait, c'était plus ça. Qui était considéré, ou même par exemple, d'aider les femmes dans leur qui avaient des règles douloureuses, par exemple, ou tu vois des trucs comme ça, quoi. Et on n'a pas forcément tout de suite pensé à part ces 2 femmes, Margaret Sanger et Catherine McCormick, qui elles avaient cette idée-là, mais la communauté scientifique qui était à exclusivement très grande masculine, voilà, exactement. Oui. Eux étaient là, comment est-ce qu'on va faire pour que nos femmes arrêtent de nous faire chier? Et voilà. Donc c'était un peu comme ça, quoi. J'imagine. Bon. Non, mais je pense que t'es pas très très loin. Franchement, malheureusement, je pense que t'es pas très loin. On est d'accord. Malgré tout, et toutes les limites qui ont donc retardé la conception de la pilule, son utilité fait vite le tour du monde. L'Australie et les États-Unis seront les premiers pays à les commercialiser dès 1961, et c'est en 1967 par la loi Neuwirth, oh putain, je sais pas comment on dit ça, que sera dépénalisée cette méthode contraceptive en France. Donc seulement dépénalisée. Hein. Ah oui, ça, ouais. Ouais. Comme le cannabis aux Pays-Bas. Exactement. Ça, c'est pas légal, mais c'est pas interdit non plus. Exactement. Ouais, ok, ouais. L'utilité publique des moyens contraceptifs, donc pilules incluses évidemment, et l'action du planning familial est telle qu'elles finissent par être défendues par une grande partie de la classe politique, notamment la gauche, on va pas se le cacher. L'action du planning familial s'inscrit dans le temps long, grâce notamment à l'importance qu'elle accorde à l'éducation sexuelle, et elle rejoindra les luttes pour plus de liberté sexuelle et un meilleur accès aux moyens de contraception et à l'avortement. Ces centres seront officialisés à partir de 1971. Ah, je pensais que c'était vachement plus tôt que ça. Non, mais non. Ouais. En fait, c'est que... peut-être pas genre direct après-guerre, tu vois, mais moi je voyais ça plus dans les années 60, mais plutôt fin des années 60, tu vois, au moment de la Révolution. Le planning familial existait déjà à cette époque-là. Ouais. Mais c'était pas officiel, c'était plus ou moins encore clandestin, et voilà, quoi. C'était pas... On n'était pas, quoi. Ouais, exactement. Et donc c'est officialisé à partir de 71. La parole se libère autour de ce tabou, et la même année est publié le manifeste des 343, si je sais pas si ça te parle, ça. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Mais juste comme ça. Donc ce manifeste des 343 dans le Nouvel Observateur, qui est une tribune où des femmes, artistes, intellectuelles, militantes associatives, révèlent qu'elles ont eu recours à l'avortement de façon clandestine. Ah, mais oui, non, ça a rien à voir avec le mouvement des cintres. C'est pas un peu la même chose? Non, ça c'est un truc qui est plus récent, ça. C'est plus récent, ça. Le mouvement des cintres. Je crois que c'est en Irlande d'ailleurs. En fait, c'est on y reviendra. On y reviendra. Si ça te dérange pas. Autant pour moi, mais je t'en prie. Non, mais je t'en supplie, continue. Y a pas de souci. Ouais, bien sûr.
juste par rapport à ce que tu viens de dire, la symbolique du cintre, c'est justement la symbolique de, en France notamment, ceci n'est pas un cintre, n'est pas un cintre. Exactement. En rapport avec les méthodes d'avortement qui étaient complètement tarées et violentes. Qui impliquaient d'utiliser un cintre déplié, ouais. Ou des aiguilles à tricoter notamment, ou autre quoi. Donc, bref. Donc ces 343 femmes révèlent donc dans un courrier publié par le Nouvel Observateur qu'elles ont eu recours à l'avortement de façon clandestine, comme les quelques 1 million de Françaises anonymes qui auraient recours chaque année selon ce même manifeste. Et d'ailleurs, le Charlie Hebdo, qui est quand même des fois un gros journal de beauf, caricatura ce manifeste-là en appelant ça le manifeste des 343 salopes. Ah, la grande classe ? Ouais, la grande classe. La très grande classe. Ouais. Et ils loupent jamais une occasion pour prouver que ce sont des beaufs. Mais bon, bref. Voilà. Voilà. L'aparté est terminé. Voilà, exactement. Oui. Je referme la parenthèse. La brèche est ouverte et est votée en 1975 la loi Veil qui encadre la dépénalisation de l'avortement en France, tout d'abord pour une période test de 5 ans, puis cette loi sera définitivement adoptée en 1979. Ah, Sainte Simone, priez pour nous. Il faudra par contre attendre 2013 pour que l'IVG soit remboursé à 100%. 2013 ? Ouais. C'est ouf, ouais, c'est dingue. J'étais trop étonné. Okay. Et 2014 pour que les femmes n'aient plus à justifier une situation de détresse pour avoir recours à l'avortement. C'est vrai. Même si j'imagine que c'était pas quelque chose qui était respecté depuis longtemps, mais ça a été retiré en fait de la loi. C'est qu'avant, il fallait justifier une situation de détresse, donc soit liée à la santé de l'enfant ou de la mère. Parce que jusqu'avant ça, c'est-à-dire que les médecins avaient toujours possibilité d'être obligés de conscience et de refuser. Bah c'est ça. Okay. En gros, c'est ça, ouais. Ouais, exactement quoi. Et alors, encore une fois, tout est bien qui finit bien ? Eh bien, pas vraiment, toujours, encore et toujours. Car même s'il est à noter que nous sommes toujours mieux informés, que nous avons maintenant tout un panel de solutions pour nous protéger, il faut bien constater que le combat n'est pas fini et ne le sera probablement jamais. À titre d'exemple, l'Italie vient d'autoriser cette année, donc en 2024, la présence de groupes anti-avortement dans les cliniques d'avortement et permet aux médecins de se déclarer objecteurs de conscience et donc de ne pas pratiquer l'avortement si cela va à l'encontre de leurs convictions. Super, bravo. Super, ah ouais, merci l'extrême droite. Ouais, exactement. En 2021, le gouvernement polonais a très fortement restreint l'accès à l'avortement au prétexte qu'une malformation grave et irréversible du fœtus ou qu'une maladie incurable menaçant la vie du fœtus n'était pas un motif suffisant. Ah bon ? Ouais, voilà. C'est pas assez. Ok, ouais. Et évidemment, la situation qui n'a échappé à personne. En 2022, la Cour suprême des États-Unis est revenue sur l'arrêt Roe versus Wade qui maintenant laisse libre aux États d'interdire l'IVG. Alors qu'avant, selon cet arrêté-là, il était impossible d'interdire l'IVG, quoi. Aux États-Unis, quel que soit l'État, quoi. Ouais, bah, tu parles vraiment un énorme pas en arrière, là, t'en as un. Ouais, tu m'étonnes. Les femmes en PLS, quoi. Désolé. Bah non, mais c'est ça. J'irais même jusqu'à dire que le retrait de cette loi, c'est claqué au sol. Ah, mais j'ai pas peur des mots, T'es un rebelle, voilà, on a su rester jeune. Ouais. Voilà. Toute cette tentative d'entraver la liberté, souvent mise en place par des hommes, conservateurs et religieux, souvent, faut bien le dire, sont de petits pas qui peuvent mener à des restrictions plus grandes encore. Il faut donc encore et toujours rester vigilant. Je finirai ce sujet par une citation de la série Handmaid's Tale, La Servante écarlate en français, donc adaptation de la série du roman de Margaret Atwood, pour info. Donc une citation où June, qui est le protagoniste principal de la série, alias Offred, a la réflexion suivante. Maintenant, je suis éveillé au monde. Avant, je dormais. C'est ainsi que nous avons laissé faire. Quand ils ont massacré le Congrès, nous ne nous sommes pas réveillés. Lorsqu'ils ont accusé les terroristes et suspendu la Constitution, nous ne nous sommes pas réveillés non plus. Ils ont dit que ce serait temporaire. Rien ne change instantanément. Dans une baignoire qui se réchauffe progressivement, vous seriez ébouillanté avant même de vous en rendre compte. Oh. Voilà, et mon sujet se termine sur ces belles paroles. Youpi. Dans ton culture. Et nous voilà dans le vrac de l'émission, le moment où on partage avec Sam les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés durant nos recherches, et où on débriefe, tiens. Alors du coup, toi, par rapport à la contraception, de quoi n'as-tu pas forcément parlé ? Alors pour ce sujet-là, il y avait
en fait, sur le site, là, le roi de la capote.com, très intéressant. Il est vraiment pas mal le site parce qu'il y a vraiment un super bel historique sur la capote à travers les âges, quoi, en gros, quoi. Et notamment, il y avait 2 citations qu'ils ont sorties, en fait, de Français en balade à Londres, notamment. Et qui s'étonnait de l'usage déjà à cette époque, donc au XVIIIe siècle, de l'utilisation assez démocratisée de la capote et du fait que c'était pas un tabou vraiment, quoi. Ah bah la fameuse capote anglaise. Exactement, tout à fait. Et donc notamment en 1725 notamment t'as un Français du nom de Monsieur Marie, voilà. Qui fit un voyage en Angleterre et raconta à son retour en France ce qu'il avait vu à Londres. 2 grandes et belles boutiques dans les rues les plus passantes, fournies de jeunes demoiselles qui s'occupaient ouvertement de la fabrication de ces petits sacs. Voilà, donc tu vois, déjà il y avait des ateliers de conception de capotes. C'était artisanal. Ouais, à fond. Absolument. Par contre, t'en as un qui voyait ça d'un plus mauvais œil, c'était le docteur Jean Astruc, qui en 1736, de retour de son voyage en Angleterre, donc dit qu'en Angleterre, les grands débauchés, ceux qui passent leur vie dans les bras des prostituées, se servent depuis quelque temps de sacs faits d'une membrane très fine et sans couture en forme de fourreau et qu'on appelle en anglais condom. Ils en recouvrent complètement le pénis avant le coït afin de se protéger contre les risques d'un combat dont le résultat est toujours douteux. Ils pensent que, ainsi protégés, et la pique bien cuirassée... Ah, l'image est belle, hein. Ouais. Ah, l'épée dans le fourreau, tout ça, on dirait. Ouais. Ils peuvent impunément braver le danger des amours banales. Voilà. Oh, non, ça reste quand même plutôt bien écrit, hein. Ouais, ma foi, hein. On trouve pas trop ça sur Twitter de nos jours. Non, c'est un peu différent. Ça manque un peu il y a moins de flair, hein, quand même, on est d'accord. Et toi alors, donc du coup par rapport à Bouddha, mon gars. Bah écoute, à ce bon Bouddha, j'ai pas parlé du film Little Buddha avec Keanu Reeves, ou un film que j'avais vu au collège, où des moines en fait se rendent aux États-Unis pour ramener censément au Népal un enfant qui serait la réincarnation de Bouddha, enfant qui est bien sûr américain évidemment, qui n'est pas joué par Macaulay Culkin, hein, malgré le fait que ça se passe dans les années 90. C'est dommage. Un truc dont je n'ai pas parlé parce que ça rentrait vraiment trop dans... On était vraiment complètement hors sujet. Il s'agit des asanas. Ouais, voilà. Il s'agit des postures de Bouddha pour le yoga. Comme, tu sais, souvent, quand tu vois des statues de Bouddha, il a souvent différentes postures, les mains en avant, etc. Et donc, t'as par exemple la posture de la charrue, du cobra ou du triangle. Donc elles ouvrent les canaux d'énergie, les chakras. D'accord. Donc voilà, je suis pas trop rentré dans le détail par rapport à ça. Et un truc, justement, on en a parlé hors antenne, mais souvent, moi au début, sincèrement, j'avais vraiment une grosse confusion entre l'hindouisme et le bouddhisme. Ce qui fait que moi, je pensais vraiment faire un paragraphe à parler de, tu sais, des dieux Ganesh, Shiva, et de Kali, la déesse de la destruction. Tu vois, ben non, c'est l'hindouisme. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Et je pense quand même préciser que clairement l'hindouisme a tout piqué à Final Fantasy. Il faut le dire. Il faut le dire, hein. Shiva, désolé, c'est une invocation. Bah, on est d'accord. Voilà, donc là c'était surtout ça. Et pour revenir à la fin de ton sujet, quand tu cites la servante écarlate, oui, il se trouve que ta citation, elle s'inspire très fortement d'un prêtre allemand qui s'appelle Martin Niemöller. Et c'était donc au moment de la montée du nazisme en Allemagne. Ouais. Et qui disait « Quand ils sont venus chercher les socialistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas socialiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait personne pour protester. » Ah ouais. C'est deep, hein. Sachant qu'en plus le mec il a passé toute la guerre dans un camp de concentration. Ah la vache. Donc voilà. Okay. Bah merci pour ça, c'est très intéressant. Tu vois le parallèle du coup de la servante écarlate, on est quand même. Ouais non c'est clair. Bah après de toute façon Margaret Atwood, je pense que par rapport à son bouquin donc Handmaid's Tale, la servante écarlate, donc je pense qu'en soi elle a pas inventé grand chose. Bon elle en a fait une œuvre dystopique et tout ça quoi. Mais n'empêche que pour ceux qui ont vu la série,
enfin la façon dont les femmes, les procréatrices, on va dire, celles qui restent fertiles dans ce monde-là, comment elles sont habillées, par exemple. Ça renvoie totalement à une société puritaine, avec la collerette et tout. Voilà, où les femmes doivent être humbles et soumises, tu vois. Absolument à fond, ouais. À leur maître / époux. Donc voilà, ouais, non, c'est clair, quoi. Bah d'ailleurs, par rapport à ce sujet de la contraception, ce que tu avais commencé à aborder tout à l'heure, là, l'histoire du cintre. Ouais. Donc effectivement, en fait, bah il y a toute une grosse symbolique. À cet effet qui est repris par plein de mouvements féministes qui militent pour une plus large ouverture des droits à l'avortement et effectivement donc bah dans le temps quand les femmes avortaient et que c'était pas légal et qu'elles avaient pas recours à un médecin et en fait elles faisaient appel à des faiseuses d'anges. Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça qu'elles se faisaient appeler. Où en fait, ces femmes-là, donc, elles inséraient des cintres, des aiguilles de couture, là. Des aiguilles à tricoter, Des aiguilles à tricoter, oui, merci. Ou d'autres objets de cette forme-là, pour en fait permettre aux femmes d'avorter. Mais bon... faut imaginer le truc sans anesthésie. La boucherie, quoi. Ouais. Et puis, voilà l'état du sexe de la femme après ça, quoi. Enfin, je veux dire... Non, puis en plus, c'était très très risqué parce que là, il y avait carrément un risque de décès. Hein. Enfin, totalement. Ouais, absolument, quoi. Déjà que de base, le même principe même de l'accouchement est quand même déjà risqué en soi, surtout dans les époques passées. Ouais. Alors là, si en plus... Ah ouais, non... Et d'ailleurs, à cet effet, si vous pensiez que le combat à l'avortement, malgré tout ce que j'ai déjà pu dire, c'était de l'histoire ancienne et que c'était acté et que c'est bon, c'était sécurisé, sachez juste que selon l'Organisation mondiale de la santé, on estimait pas plus tard qu'en 2021 que 45% des avortements qui ont lieu dans le monde ne sont pas sécurisés. D'accord. Donc voilà. Toujours. Donc c'est quasiment la moitié des avortements quand même qui sont faits dans des conditions impropres à ce type d'opération, quoi. Et donc juste vite fait pour en revenir à l'histoire du cintre, en 2016, le planning familial donc avait lancé une campagne qui s'appelait « Ceci n'est pas un cintre » pour sensibiliser sur les dangers des avortements clandestins qui, donc selon les chiffres, donc vis-à-vis de ces 45% d'avortements non sécurisés, ces avortements-là donc entraînent chaque année la mort de 47 000 femmes dans le monde. Donc, quand même. C'est quand même énorme. C'est énorme, ouais. Donc voilà. Et juste pour terminer, par rapport... t'avais quelque chose à rajouter sur le bouddhisme ? Ouais, mais quelque chose de très léger, donc je vais garder pour la fin. Ok, ça marche, parce que moi j'ai eu la chance de voyager à Bangkok et d'aller en Birmanie, notamment, qui est un pays qui est juste à côté, quoi. Également appelé le Myanmar. Le Myanmar, exactement, dont le gouvernement est complètement aberrant, et si vous avez vu des documentaires là-dessus, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont hyper superstitieux et que ils ont décidé du jour au lendemain de changer le sens de circulation des voitures. C'est ce pays-là. Ouais. Et sans changer par contre la signalétique. Hein. Donc voilà le bordel. Mais le truc c'est que donc dans la capitale du Myanmar, dont je n'ai plus le nom. Zut. Bref, dites-le nous en commentaire. Ouais, voilà, oui, s'il vous plaît, ouais. Il y a ce qui est considéré comme l'équivalent du Vatican bouddhiste, et c'est un endroit, mais c'est énorme, quoi. T'as des bouddhas dans tous les sens. Enfin, t'en prends vraiment plein les yeux. Donc évidemment, quand tu rentres sur le site, il faut se mettre pieds nus. Mm-hmm. Il faut porter cette espèce de toge pour démontrer en fait ton humilité, tout ça, quoi. Donc rapport à tout ce que tu disais. Un vêtement d'ascète. Ouais, voilà, exactement, tout à fait. Et par contre, là où je me disais, ouais, quand même, Bouddha, voilà, machin, parce que littéralement tout autour donc de ce lieu qui est recouvert d'or et de marbre et des matériaux les plus luxueux que tu peux vivre, il y avait des bidonvilles tout autour, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, ça, on peut pas tout avoir. Hein. Non. Mais sachant que le Myanmar, parce que j'ai oublié de le préciser, c'est le 3e pays en termes de population bouddhiste, avec 41 millions d'adeptes. D'ailleurs, je crois qu'il y a les religions d'État, si je ne me trompe pas. Je crois, ouais. Et en 2e, on a la Thaïlande avec 66 millions. Ouais. Et la Chine est très loin devant avec 254 millions. D'accord. Ouais. Ah, il y a quand même... Ah ouais. Ouais. Ah ouais, mais bon. Sur quelles données tu te bases ? Parce que eux, pour eux, le Tibet, par exemple, c'est à eux, par exemple. Bien sûr, ça c'est des chiffres qui datent de 2020, donc je pense que ça inclut la population tibétaine. Ouais.
Ouais. Donc bon, ok, ouais, bon, allez, on va dire. Écoute, voilà. là, on va je pas fais lancer que la te citer des polémique, chiffres, mais bon, voilà, on peut pas, ne dis pas de mal du parti, c'est très important. s'il te plaît. D'ailleurs, en parlant de parti, bah justement, c'est ça que je voulais terminer sur une note un peu plus légère, on va dire. C'est le jeu Far Cry 4 que j'ai fait il y a pas très longtemps. Donc voilà, FPS d'Ubisoft, où tu te retrouves largué dans un pays qui est une sorte de Népal en fait, un petit peu réimaginé, et où tu dois renverser le dictateur en place. C'est pas le mec qui a un costard bordeaux rouge là, rose, Pagan Min. Ah oui. Et donc alors. Le truc, c'est que tu travailles, tu bosses pour des combattants de la liberté qui sont là pour renverser le dictateur en place. Et t'as beaucoup de séquences très oniriques, tout ça lié à la religion. Alors, c'est une sorte de bouddhisme, on va dire un peu un mélange d'hindouisme et de bouddhisme, tu vois. Et bon, alors on sait que un des grands préceptes de ces religions-là, c'est quand même souvent la non-violence. Voilà. Ouais, dans le jeu, littéralement, je pense que tu dois tuer au bas mot 2800 personnes à peu près. Donc là, au niveau du bouddhisme, c'est bof. Oh, ouais. Sachant qu'en plus, le principe du jeu, c'est que tu viens juste là, normalement, pour répandre les cendres de ta mère sur une montagne. Et tu finis à... Tu peux buter des loups au lance-roquettes. Enfin bon, c'est cool. C'est complètement absurde. C'est vrai. Donc voilà, donc des fois, le bouddhisme, pas toujours gentil. C'est vrai. Et cette franchise de jeu est, ma foi, fort sympathique. Absolument. Et bien voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses pour vous permettre de briller auprès de votre famille proche ou éloignée et vous rendre très intéressant. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts, mettez-nous 5 étoiles pour nous permettre de libérer la princesse Peach et aussi pour apparaître dans les résultats de recherche, c'est méga important pour nous. Et évidemment, rendez-vous sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter sous nos posts pour nous soumettre vos sujets. Oui, parce qu'on prend tout. Tout. Et on vous remercie d'ailleurs parce que il y a quelques jours, on vient de franchir la barre des 800 followers. Et voilà. Et pour nous, ça nous fait très plaisir. Ça fait chaud au cœur. Et on ne ne compte pas, bien sûr, s'arrêter là. Exactement. Allez, Kenavo les gros potos. Bisous tout le monde. Ciao. Je suis pas ton gars, mec. Oh, c'est pas ton mec, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. On n'est pas tes gars, mec. Je suis